voudrais commencer par remercier toutes les personnes présentes ce soir pour m'écouter, d'autant plus que je sais que la concurrence est rude sur les ondes, puisque je sais que ce soir, je suis en concurrence avec mon ami Axel Kahn, qui est interviewé sur LCI en ce moment même. Donc, je me dis qu'il faut que je me batte pour être à la hauteur d'un homme que, par ailleurs, j'admire, j'aime beaucoup. Voilà. Et qui parle beaucoup, d'ailleurs, en ce moment, et à juste titre et très bien, notamment de la crise sanitaire, dont je vous dirai quelques mots au cours de ma présentation. Alors, évidemment, pour vous qui êtes sans doute habitués à entendre parler de science, mais je me suis dit que peut-être pas tout le monde, je voulais commencer par quelques généralités et en faisant remarquer que la science avec un grand S, la science que j'aime, dans laquelle je me suis engagé il y a déjà très longtemps, contribue à faire évoluer notre monde, nous, mais particulièrement sur le moyen et le long terme. Alors que, et j'essaye de faire les choses un peu claires, les techniques, la technologie bouleversent nos vies généralement, nos vies et nos rapports sociaux, bien sûr, de façon considérable et souvent à court terme, et avec une intensité qu'il est difficile d'évaluer a priori. Il faut tenir compte, et c'est mon premier point, de la dimension temporelle. Le temps est une dimension fondamentale de l'évaluation de ce que ces évolutions de la science et de la technique nous apportent. Un exemple, et qui n'est pas un exemple en biologie, au cours des dernières années, on a vu l'informatique personnelle, Internet, la téléphonie mobile, les smartphones en particulier, se glisser subrepticement, ou pas très subrepticement d'ailleurs, dans notre quotidien et l'envahir pour le modifier notre quotidien sans qu'il soit toujours possible de déterminer si c'est pour un mal ou pour un bien. L'avenir nous le dira certainement. Mais j'ai toujours en mémoire la phrase d'un activiste canadien, un vrai activiste canadien anti-OGM, etc., Pat Mooney, que j'avais entendu lors d'un colloque sur la biologie dite de synthèse en Allemagne il y a quelques années, et il disait dans l'histoire de l'émergence de n'importe quelle technologie nouvelle, les éthiciens ont environ 1 nanoseconde pour se faire entendre. Une fois cette nanoseconde passée, forget it, on peut oublier. Alors évidemment, c'était de la provocation. Évidemment, on parle beaucoup plus d'éthiciens dans le monde anglo-saxon que dans notre France cocorico, mais il faisait remarquer en fait que la réflexion d'un monde ne peut conserver une certaine pureté, je dirais presque, que lors d'un laps de temps très restreint. Après, des tas d'autres considérations arrivent et viennent complexifier la chose. Il se référait, je crois, ce fameux Pat Mooney, à ce que les dynamiques, donc on était dans le temps, le temporel, les dynamiques internes de la science, de la technologie et de l'économie, ces dynamiques sont extrêmement fortes. Et la question reste de savoir, si on peut garder le contrôle sur des systèmes scientifiques, techniques, voire économiques, malgré leur forte tendance à aspirer à devenir autonome, ou si l'on doit se soumettre à un fait accompli dont on pourrait dire qu'il se trouve légitimé par une référence exclusive à l'efficacité et aux besoins. Mais bon, je ne vais pas continuer sur ces généralités. Je suis là pour vous parler du rapport entre la génétique et singulièrement entre l'étude de notre patrimoine génétique, notre ADN, et la santé. La révolution technologique, que certains qualifient d'irrésistible, mais irrésistible, je dis toujours que n'est inéluctable ou irrésistible que ce qu'on est prêt à accepter. Donc,
irrésistible, je dirais, en apparence, conduit la science biologique contemporaine, la génétique moderne, à se soumettre à des pressions considérables venant de toutes parts dans la société, on y reviendra au long de cet exposé, et tenter d'échapper à une réflexion éthique, et je reviendrai beaucoup à l'éthique à la fin de mon exposé, libre et indépendante, en quelque sorte à nous empêcher de prendre du recul. Alors, il y a l'opposition entre ceux qui insistent sur notre déficit de connaissances. La science se construit, nous avons toujours un déficit de connaissances et qui nous mettent en garde, les mêmes nous mettent en garde contre les dangers et les risques que beaucoup de ces avancées, notamment ces avancées techniques, font courir aux patients, puisqu'on est dans le domaine biomédical, aux humains en général, et donc l'opposition qu'il y a avec ceux qui prétendent tout savoir ou presque tout savoir, ou qui au moins anticipent sur ce que ces fameuses séquences d'ADN, cet ADN, promet de nous dire. Alors évidemment, les progrès techniques gomment un tout petit peu le temps qui sépare le fait scientifique de sa compréhension. On n'est pas forcément on ne peut pas juxtaposer le fait scientifique et l'information, qui est une chose élaborée, qui témoigne d'une compréhension de ce fait scientifique. On ne comprend pas toujours ce qu'on fait en matière de science et la compréhension vient en son temps. Donc, il me semble essentiel de distinguer le temps présent, un état de l'art actuel, je dirais, voilà, et dans lequel l'incertitude est forcément très présente. Et l'incertitude est quelque chose qui n'est pas satisfaisante de manière générale. Quand on pose une question à un scientifique et que ce scientifique répond « je ne sais pas », il passe pour une nouille, pour un incompétent, alors qu'il est parfois simplement honnête. Le scientifique, contrairement à certains oracles qui se répandent sur les ondes, le scientifique est quelqu'un qui est capable de dire où s'arrête sa connaissance. Donc, dans les questions que peut-être vous me poserez un peu plus tard dans la soirée, eh bien, si je ne vous réponds pas ou mal, eh bien, c'est probablement que je n'en serai pas capable parce que la science, et ma science en particulier, est loin d'être infinie. Donc, évidemment, cette fuite en avant technologique, il est bien certain que la médecine n'y échappe pas non plus. C'est un emballement qui nous bouleverse, nous fait peur. On peut le voir avec tout ce qui s'est passé dans la crise sanitaire actuelle. Je vous présente la photo des trois compères là pour illustrer le fait que je voulais revenir sur les fondamentaux de la médecine et de la santé et de la maladie, parce que c'est important avant d'introduire l'ADN. La racine indo-européenne de médecine contient une idée de mesure et d'ordre. C'est une racine comme méditer, c'est quelque chose qui devrait être du domaine de l'apaisement. En latin, la racine de médecine évoque l'art de guérir, l'art de guérir. Donc, ce n'est pas étonnant que les figures tutélaires de la médecine restent des philosophes comme Galien, Avicenne ou Hippocrate, qui sont représentés ici dans une image ancienne et avec un réalisme probablement limité. Mais la science a transformé radicalement la médecine en lui faisant dépasser son statut d'art médicale pour devenir une médecine fondée sur des données scientifiques probantes. Médecine fondée sur des données scientifiques probantes. C'est plus facile à dire en anglais, le terme anglais c'est evidence-based medicine. C'est un terme qui avait été inventé dans les années 1980, je crois, au Canada, à l'université McMaster. C'est un concept nouveau en apparence qui fonde le geste médical sur la combinaison de preuves scientifiques, c'est-à-dire des résultats, des données de la recherche et sur l'expérience clinique du médecin.
Nous avons encore vu récemment, à l'occasion de la crise sanitaire du Covid-19, combien ce concept de médecine fondée sur des données scientifiques probantes n'est pas parfaitement assimilé par tous, on va dire. Il ne suffit pas, par exemple, de croire qu'un médicament connu par ailleurs et pour d'autres maladies, donc croire que ce médicament puisse être actif contre le virus SARS-CoV-2 et les graves symptômes qu'il provoque pour qu'il le soit efficace. Et on a vu que ce débat qui s'est répandu sur la place publique, attisé par des médias et des réseaux sociaux, toujours prêts à stigmatiser les nécessaires controverses scientifiques. La controverse scientifique est un outil d'accroissement des connaissances et de la science. Donc, ce débat n'a pas arrangé, je dirais, les relations parfois difficiles entre la science et la population, la science et les citoyens. Pourtant, la science est très présente. Et à une autre époque, puisqu'il s'agit du début du XXe siècle, le physicien Louis de Broglie, qui a été prix Nobel, pensait que la science est un immense édifice qui s'est construit grâce à la convergence des efforts de générations de savants, disait-il, au prix d'erreurs, d'insuccès et de détours sans nombre. Alors avec un petit peu d'orgueil, je dirais que je m'approprie totalement cette phrase et cette pensée de Louis de Broglie, qui était un immense scientifique. Mais c'est dans l'histoire, dans l'étude de cette histoire des sciences et de ce qu'ont fait des personnages comme lui à l'époque, je veux dire à l'époque où il y avait quand même des congrès en physique qui étaient plutôt intéressants, dans lesquels on retrouvait Louis de Broglie, Henri Poincaré, Marie Curie, voilà, et bien d'autres. C'était une époque évidemment bénie et fascinante où finalement les gens ne se souciaient pas forcément beaucoup de la science, encore que Marie Curie, par exemple, était un personnage évidemment très médiatique et populaire. Eh bien, c'est sur cette histoire de la science, ces échecs, ces erreurs, ces fluctuations, qu'on peut finalement comprendre, essayer de comprendre du moins ce qu'est la démarche scientifique. Et pourtant, cette compréhension de la démarche scientifique, est quelque chose voilà, à laquelle on n'éveille pas vraiment, notamment les jeunes. L'enseignement des sciences reste bien souvent au niveau de l'acquisition de connaissances, sans donner les clés de cette acquisition. Or, comme le disait Nicolas de Condorcet, voilà, encore un grand penseur, l'accroissement mécanique du savoir ne suffit pas à promouvoir le développement scientifique et culturel des sociétés. Et pourtant, plus la connaissance avance, plus le nombre d'informations disponibles est important, plus il faut être en mesure de faire des tris et donc d'évaluer pour soi-même la validité des faits scientifiques et des informations reçues. Tout ça demande de la méthode et la science est en principe là pour nous donner des clés. Cette démarche rationnelle, d'ailleurs, et c'est un de mes dadas, je dirais, ouvre plus d'ailleurs au questionnement qu'à la certitude. Je suis un adepte du questionnement et je dirais, comme Maurice Blanchot le disait dans l'Entretien fini, il disait la question est le désir de la pensée. Ben voilà, ça m'a plu cette phrase et du coup je me suis dit le plus important est probablement les questions, la manière dont on formule des questions que les réponses qu'on essaye de leur apporter. Donc on a vu que l'art médical s'est donc transformé en médecine fondée sur des preuves scientifiques, que cela a permis le développement d'une réelle compétence médicale et allié à une demande sociale de plus en plus importante, on a participé à la
médicalisation de la société. Vaste programme, aurait dit le général. C'est un concept d'ailleurs qui n'est pas, à mon sens, parfaitement stabilisé, hein, mais il a l'avantage de mettre l'accent sur la dimension politico-économique, je dirais, de la biomédecine, et mettre l'accent également sur la santé publique, notamment au niveau du risque et de la surveillance. Et c'est certainement pas ce qui se passe en ce moment avec la crise sanitaire, qui nous oblige à être séparés, je préférerais être parmi vous, qui apportera un démenti. S'attaquer au Covid-19, par exemple, signifie lutter contre l'hypertension, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et respiratoires chroniques, et les cancers, et plus encore. D'ailleurs, le rédacteur en chef de la célèbre revue scientifique The Lancet, revue scientifique anglaise de Lancet, Richard Horton, écrivait ces conditions se retrouvent au sein de groupes sociaux selon des schémas d'inégalité profondément ancrés dans nos sociétés. L'agrégation de ces maladies sur fond de disparités sociales et économiques exacerbe les effets néfastes de chaque maladie distincte. Il disait « Covid-19 n'est pas une pandémie, c'est une syndémie ». Il s'agit d'une notion élaborée pour la première fois aux États-Unis dans les années 1990. Meryl Singer soutenait qu'une approche syndémique resituant une maladie dans ses interactions. Donc, si on resitue cette maladie dans ses interactions avec d'autres conditions sanitaires, notamment pour ce qui concerne la Covid, des conditions non infectieuses, j'ai évoqué diabète, hypertension, obésité, etc. On parle de beaucoup de comorbidités, et surtout dans une dimension sociale, ça révèle des interactions biologiques et sociales qui sont importantes pour le pronostic et le traitement des maladies infectieuses. Et puis c'est important aussi pour construire une politique de santé. Alors la nature de plus en plus techno-scientifique de la biomédecine, les transformations dans l'utilisation, la gestion de l'information médicale interroge, plus encore qu'elle n'affirme, l'origine, la nature et les conséquences des progrès auxquels elles sont associées. Elle déplace les limites entre santé et maladie, entre normal et pathologique, entre naturel et artificiel, et nous y reviendrons dans un moment, entre réparation et augmentation. Mais il reste, et il ne faut pas négliger cet aspect-là des choses, que nous devons à cette évolution donc de la médecine et de la science une vie plus longue et meilleure. Depuis le XVIIIe siècle, l'espérance de vie à la naissance a été multipliée par 3. Alors c'est certain que la question de l'accroissement de la longévité est celle d'une amélioration de la qualité de vie prise globalement et dans la durée. C'est Oscar Wilde, d'ailleurs un grand scientifique, non je plaisante, qui disait « Il ne faut pas chercher à rajouter des années à la vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ces années. » Alors, évidemment, tout ça nous ouvre au mieux-être, ce à quoi nous aspirons, et ça, c'est très en ligne avec l'Organisation mondiale de la santé, qui, en 1946, donnait une définition de la santé qui est toujours actuelle aujourd'hui, même si elle est très contestée. C'est une définition qui ouvrait sur la prise en compte de l'humain dans sa globalité, en l'envisageant dans toutes ses dimensions. Pour l'OMS, la santé n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité, mais un état de complet bien-être sur les plans physique, mental et social. André Comte-Sponville, le philosophe, dit « mais c'est la définition du bonheur ». Il n'a pas forcément tort, mais de toute façon, c'est la définition non pas d'un état, mais d'une aspiration. Donc, la santé est une aspiration. Et la crise sanitaire actuelle, par exemple, j'y reviens une fois de plus, met à mal non seulement cet état de complet bien-être, mais il nous donne même, il altère même notre capacité d'aspiration à cet état.
ce que la philosophe, c'est psychanalyste Cynthia Fleury, qui m'a fait l'honneur et l'amitié de préfacer mon bouquin, le disait ainsi: la situation sanitaire a fait perdre la vraie définition de la santé. Elle évoquait d'ailleurs, dans une autre tribune, la maladie en ces termes. Elle disait: la maladie n'a pas basculé du côté de la mort, mais du côté de la vie. Être malade signifie désormais plus souvent vivre avec un mal qui succombait, voire vivre mal, dit-elle, avec un mal qui vit. Dans ce contexte, évidemment, une nouvelle révolution médicale est née de l'invasion de la médecine par la génétique. La génétique est entrée dans la pratique médicale et en fait, c'est dû beaucoup aux sauts techniques divers et variés qui ont permis d'étudier, d'analyser notre génome, notre patrimoine génétique, notre ADN, on dira. Donc de manière extensive, parfois en totalité, surtout de manière de plus en plus systématique, rapide et moins chère. On va s'arrêter quelques minutes sur ces mots magiques, génétique, génome, ADN et leur histoire. Moi, j'aime bien l'histoire. Je ne suis pas historien, mais j'aime bien revenir un petit peu en arrière. On fait un saut donc en 1865, où un moine tchèque, Grégor Mendel, qui était jardinier d'une famille de jardiniers, qui aimait beaucoup les petits pois, croisait des différentes variétés de petits pois et a eu l'idée de regarder le résultat de ces croisements, d'en tirer des lois qui sont des lois fondamentales de l'hérédité. Il avait créé la génétique, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, puisque la génétique a été et les lois de Mendel ont été redécouvertes une quarantaine d'années plus tard par d'ailleurs des botanistes, encore. Parallèlement, en 1869, donc à la même époque, c'est un chimiste suisse, Friedrich Micher, qui découvre la nucléine, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. À l'époque, ça s'appelait nucléine parce que ça avait été isolé à partir de noyaux de cellules. Et puis, la génétique a évolué de son côté avec des systèmes modèles divers, que ce soit chez les bactéries, chez les champignons, la drosophile, la mouche du vinaigre, qui ont servi de modèle pour développer les lois fondamentales de l'hérédité, les lois de la génétique. Et puis l'ADN, lui, l'ADN, c'était une molécule qui paraissait pas très intéressante, qui avait que 4 constituants, voilà, mais qui quand même excitait beaucoup les gens, parce que les scientifiques, parce qu'ils se trouvaient présents dans le noyau de toutes les cellules vivantes. Et puis il a fallu attendre les travaux de personnes qui travaillaient sur la génétique du pneumocoque pour voir en 1944 que l'ADN était un support de l'information génétique, c'est-à-dire qu'il était support de l'information génétique. On sait depuis que ce n'est pas le seul, mais c'était un support d'information génétique. Puis après, les découvertes se sont affinées, on a déterminé un code génétique qui permettait la traduction du message ADN. Alors je t'ai dit, l'ADN, il a 4 constituants, adénine, thymine, cytosine, guanine, ATGC, on a entendu parler de ça. C'est finalement une molécule très, très ennuyeuse, parce qu'il y a 4 lettres, qu'avec 4 lettres, on peut écrire quand même des tas de choses, et notamment grâce à ce code génétique, on peut écrire la manière de fabriquer les chevilles ouvrières de nos cellules, de la vie, que sont les protéines, et qui possèdent un alphabet à 20 lettres. Et puis, on a fait des progrès sur les techniques de séquençage, on a lancé des projets pour cartographier et étudier les différents génomes, et notamment le génome humain. Alors, c'était une grande aventure voilà, qui s'est lancée en 87 et qui a abouti finalement en 2001 à la publication du premier gène, la première séquence d'un ADN humain. Donc la suite des ATGC, il y en a 3 milliards dans l'ADN de chacune de nos cellules,
Et donc, il fallait établir la séquence, la succession de ces lettres qui a un sens à cause du code génétique. Bien sûr, comprendre le génome humain et la séquence d'ADN reste un défi, hein, c'est évident. Mais voilà, j'en ai parlé, là je fais un petit peu de publicité pour l'Union des familles laïques qui a fait des chaînes ils appellent balado-diffusion, on dit en anglais podcast. Voilà, ils ont fait une chaîne qui s'appelle Scientia, le savoir humaniste, dans lequel j'ai eu l'occasion de présenter le 20e anniversaire de cette séquence de l'ADN humain. Je vous ai dit en 2001, on est en 2021. Eh bien, finalement, des questions énormes se posent parce que finalement, on a eu l'impression, d'ailleurs quand la séquence a été publiée, on a eu l'impression qu'on avait abouti, on avait déchiffré le grand livre de la vie. Mais non, on n'a rien déchiffré du tout, ce n'est pas le grand livre de la vie. On a déchiffré la séquence, une séquence d'ADN humain, on en a déchiffré d'ailleurs depuis beaucoup d'autres, et qui présente l'intérêt de nous montrer à quel point ce message est difficile à comprendre. Pourtant, la médecine, la justice, mais aussi surtout le business, hein, le business des services directs aux consommateurs, la gestion des mégadonnées, ce qu'on appelle les big data, qui sont alimentées abondamment par les séquences de cet ADN, finalement, tout ça s'est emparé de la séquence d'ADN. Maintenant, on parle de séquence d'ADN comme si on savait réellement ce dont on parle. On l'a banalisé en quelque sorte. Mais je pose toujours la question, est-ce qu'il s'agit d'un outil de libération de l'humain et de l'humanité ou un outil d'aliénation? Je vous laisse réfléchir à cette question. On peut y répondre de manière différente suivant ce qu'on pense personnellement. Mais c'est vrai que, et là j'insiste beaucoup, on ne comprend encore que très partiellement le sens du message porté par ces 3 milliards de lettres de ce grand livre, comme certains l'appellent. Mais il faut dire que les scientifiques travaillent avec acharnement et finalement, on découvre un peu plus chaque jour. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a ces séquences d'ADN, on a l'impression, on pouvait avoir l'impression, je vous ai parlé du grand livre, les plans de la vie, etc. Et j'étais très heureux en janvier 2010 quand j'ai vu que Time Magazine faisait son titre avec cette phrase qui me parle personnellement. Pourquoi votre ADN n'est pas votre destinée? Eh bien, effectivement, ça semblait vouloir dire on ne peut pas réduire l'homme à son génome, à sa séquence d'ADN. Et on sait que pour fabriquer un humain, il y a d'autres choses qui sont importantes, l'environnement, les notions sociologiques, anthropologiques, psychologiques, etc., qui sont déterminantes pour créer une identité humaine et participer à son futur. Et oui, on est dans la première séquence, elle était unique. On ne pouvait pas parler de diversité, mais très rapidement, on a établi d'autres séquences. Aujourd'hui, on peut le faire 3 millions de fois plus vite et 3 millions de fois moins cher que cette première séquence. Et donc, on est capable, on a des millions de séquences qui ont été établies et qui montrent tous une grande diversité. Et cette diversité est quelque chose qui personnellement me semble fondamental. Alors évidemment, j'ai été très déçu 2 ans et demi après, quand en décembre 2012, le même Time Magazine publiait cette photo d'un bébé avec autour de lui des tas de pastilles qui, vous ne les lisez peut-être pas très bien, mais qui vous parlent de maladies, hein, cancer, asthme, obésité, diabète, etc. Et dont le titre est « Est-ce que je veux connaître mon futur ?» Est-ce que je veux connaître mon futur? Mais pas, voilà,
n'est pas chez les cartomanciennes. Voilà, la boule de cristal ADN, on dit certains. Vouloir connaître mon futur, ça voudrait dire que finalement, je suis totalement déterminé par cette génétique et cet ADN qui permet de faire des tests pour me dire si j'ai des risques de développer telle ou telle maladie. Oui, des risques de développer telle ou telle maladie. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que si j'ai tel ou tel gène, je suis certain que je développerai telle ou telle maladie. Sauf quelques cas particuliers. Il y a effectivement des maladies terribles. Ben, si on a le mauvais gène, on a quasiment 100% de risque de développer la maladie. Et parfois, ce sont des maladies terribles. Alors que même avec des maladies importantes, terribles, comme la prédisposition au cancer du sein, par exemple, ben, ça n'est pas à 100%. Donc, si j'ai le mauvais gène, ça ne veut pas dire que je développerai la maladie. Et puis, effectivement, là, j'insiste beaucoup sur cet aspect déterministe. Nous sommes déterminés en partie par notre séquence d'ADN, mais je l'ai dit, pas en totalité. Il ne faut pas insister sur le tout génétique et cette détermination, cette prédétermination. Parce que si on est prédéterminé, à ce moment-là, ben, on a l'impression effectivement qu'on n'est même plus responsable de sa vie. D'ailleurs, certains ont dit, il y a effectivement, on a cherché au cours des années le gène du crime ou des choses comme ça, pour finalement dédouaner les personnes de leur choix de vie et de leur... Comme le disait le CCNE en 2016, la notion de génome normal dans l'acception d'idéal génomique n'a pas de sens. Oui, c'est un non-sens. Il n'y a pas d'idéal génomique. Donc, diversité, non-prédétermination, je crois que c'est ce qu'il faut retenir essentiellement de cette séquence d'ADN. Alors, bien sûr, on a tout un cortège d'innovations qui ont suivi séquence et puis qui sont intervenues pour améliorer la prise en charge non seulement de la maladie, du handicap, etc. Mais on peut se demander si toutes ces innovations correspondent pas simplement à un certain besoin de s'adapter à l'ère du temps. Et là, je ne peux pas évidemment ne pas parler des tests ADN, des tests génétiques qui se multiplient, où il y a des sociétés qui font ça par correspondance, hein, puisque en France, ces tests ADN, au désir de chacun, ne sont pas autorisés, mais on peut les faire à l'étranger. Hein. Jamais personne n'a été condamné au titre de la loi de 2011 qui prévoit une amende conséquente si on fait pratiquer des tests génétiques malgré l'interdiction de la loi française. Ces tests génétiques, ben voilà, ils interviennent dans des tas de domaines. On sait que, et ça avait commencé avant même la séquence d'ADN, lorsque un Anglais, Alex Jeffreys, avait mis au point des tests d'identification par l'ADN, par la génétique, il avait mis au point des tests relativement simples, au moins à l'époque, de détermination, d'identification des personnes. Ça a permis de résoudre certains crimes, ça a permis également d'innocenter certaines personnes qui avaient été jugées coupables et qui pourtant étaient innocentes. Donc, ça a fait son boulot et aujourd'hui, maintenant, on passe par les tests ADN, on en fait pour tout. Et d'ailleurs, ça se banalise tellement qu'on peut se poser des questions. Par exemple, si vous faites un excès de vitesse, on peut vous imposer un test ADN. Et si vous refusez le test ADN, vous pouvez évidemment avoir des soucis avec la justice. Donc, il y a des bases de données qui contiennent toutes ces séquences d'ADN. Et puis, il y a toute la dimension, je dirais, récréative de ces tests ADN. On appelle ça d'ailleurs de la génétique récréative, hein, où les gens font tester pour voilà, essayer de retrouver des apparentés génétiques. Alors, eux, ils recherchent évidemment des cousins, des membres de leur famille, mais ce n'est pas des membres de leur famille, parce qu'une famille, c'est un lien social. Ils recherchent en fait des apparentés génétiques. Puis, il y a les personnes qui recherchent, qui sont nées, par exemple, par don de gamètes, don de sperme notamment, qui sont anonymes, au moins chez nous. Et en fait, avec l'extension des bases de données qui contiennent des tas de séquences d'ADN
du monde entier, eh bien, on a de plus en plus de chances de pouvoir trouver un lien, si on fait analyser son propre ADN, trouver un lien avec des personnes diverses dans le monde entier. Et ça s'est déjà produit. Il y avait eu toute une histoire en France il y a quelques années à ce sujet. Donc, en fait, voilà, il y a de plus en plus de séquences qui sont établies, il y a de plus en plus d'ADN dans les bases de données dans les bases de données, et donc, on a l'impression que voilà, c'est ouvert et qu'il suffit d'aller chercher pour savoir si on descend de Gengis Khan ou de Louis XIV. Ce qui me paraît quand même du domaine, non pas du domaine du récréatif, mais quasiment du domaine du dérisoire. Mais ces tests génétiques, ben, ils contribuent aussi à faire de la prédiction, voire de la prévention, dans le cas d'agrégation familiale, de maladies d'origine génétique. Voilà, donc il y a des agrégations dans certaines familles, et si les pathologies induites si la pathologie induite est grave, eh bien, à ce moment-là, on peut tester la famille pour savoir si les enfants sont susceptibles de développer la maladie ou pas. Donc, il y a une intervention également dans la médecine, la vraie, la médecine qui soigne, hein, je veux dire, et pas seulement les fantaisies de savoir, voilà, si j'ai un risque de 17% de plus que la moyenne de développer un cancer de la prostate avant mes 75 ans, eh bien, moi, je préfère m'intéresser, plutôt que les 37%, je préfère m'intéresser aux 63% de chances que j'ai de ne pas l'avoir, mais bon, ça, c'est une question de philosophie personnelle. En fait, cette invasion de la génétique, je l'ai déjà présentée, cette invasion, pardon, de la génétique a créé une médecine dite génomique, une médecine fondée sur l'ADN, sur les tests ADN, et qui a deux branches principales, donc la médecine dite prédictive, ou la personnalisation de certaines, notamment de certaines thérapies. On peut, par exemple, par la séquence d'ADN, savoir si une personne a plus de chances de bien répondre à une thérapie, notamment une chimiothérapie en matière cancéreuse, ou si elle va être complètement insensible à cette chimiothérapie, auquel cas il vaut mieux ne pas soumettre la personne aux effets secondaires indésirables de la thérapie, plutôt que si on sait d'emblée que ça ne servira à rien. Donc toute cette médecine personnalisée, je dirais de précision, médecine prédictive dans la mesure où effectivement, sous contrôle médical et pas seulement par des sociétés comme 23andMe qui veulent nous vendre leurs tests, si la médecine effectivement s'intéresse à des maladies dans lesquelles la composante génétique peut être importante, eh bien, la médecine peut nous aider à prédire, à prévoir, éventuellement à prévenir certains effets, certains symptômes d'une pathologie. Et puis, l'autre aspect, évidemment, c'est ce que j'appelle, ce que nous appelons, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, bien sûr, l'ingénierie génomique, c'est-à-dire la manière de modifier l'ADN, de le bricoler, de le travailler, de faire de l'ingénierie, pardon, ce n'est pas du bricolage, c'est de l'ingénierie. Soyons précis. Et évidemment, dans ces deux dimensions de la médecine génomique, la demande sociale est extrêmement importante, extrêmement, on dirait, prégnante. Voilà. Il est important, effectivement, que la médecine réponde un peu aux besoins des personnes. Aujourd'hui, on lui demande aussi de répondre aux désirs des personnes. Et je crois que la réflexion, j'y reviendrai à la fin, donc, qui est une réflexion d'ordre éthique, est nécessaire pour évaluer ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire quand on a les outils pour le faire ou ne pas le faire. Donc, voilà, on est face à deux volets. Pour ce soir, je vous parlerai essentiellement de ce qui relève de l'ingénierie du génome, du bricolage de l'ADN. Voilà, parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup parler de lui, parce que c'est quelque chose qui nous touche d'ailleurs dans des domaines qui ne sont pas forcément seulement
ceux directement de la médecine, mais qui touchent notre vie, notre santé. Et je voudrais illustrer ça un petit peu en mettant en préambule la précaution de cette phrase de Carl Sagan, qui était un astronome, qui est un des inventeurs de l'exobiologie, de la recherche de la vie en dehors de notre planète, qui était aussi un grand vulgarisateur et qui disait: nous vivons dans une société extraordinairement dépendante de la science et de la technologie, dans laquelle quasiment personne ne sait quoi que ce soit, ni de la science ni de la technologie. C'était un petit peu désespéré, mais pas trop. Et il insistait sur le fait que la science est beaucoup plus qu'un corpus de connaissances, c'est une manière de penser. Alors, cette ingénierie du génome, on va parler de ce qui fait les gros titres, enfin, ce qui a fait les gros titres l'an dernier. Ça fait déjà un an que ces deux jeunes femmes superbes ont obtenu le prix Nobel de chimie. On leur avait, la Vox Populi leur avait attribué déjà depuis 2 ou 3 ans, mais elles ont attendu 2020 pour obtenir un prix Nobel sur la découverte de ce qu'on a appelé les ciseaux génétiques, c'est-à-dire des outils moléculaires qui permettent de bricoler, de travailler avec l'ADN, d'introduire des modifications, de le changer. C'est un petit peu comme si voilà, on avait un mètre ruban sur notre molécule d'ADN en double hélice très longue et que, en fait, ce système qu'on appelle CRISPR-Cas9, peu importe, d'ailleurs le nom, c'est un nom épouvantable, était capable de dire où ça allait couper, à quel endroit précis. Et quand même, quand on a 3 milliards de ces bases qui se succèdent, savoir précisément à quel endroit on va couper. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'est même plus obligé de couper, mais on va pouvoir introduire une modification à un endroit précis et unique de notre génome. Donc, c'est ce qu'on appelle, en anglais, ils parlent d'édition du génome. Hein, comme si on faisait de l'édition d'un texte, eh bien oui, on est capable de repérer une erreur à un endroit et de la corriger. Et tout ça, c'est ciblé. Donc ça, c'est des travaux qui ont été publiés en 2013. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Voilà, 2013, en 2020, ils avaient le prix Nobel. Donc ça a été quand même assez rapide. Alors là, c'est une diapo qui est un peu grosse, vous me pardonnerez, mais je n'ai pas vu comment la présenter. La partie supérieure, c'est de la science. C'est d'ailleurs issu d'un des articles scientifiques de Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, où elle prévoyait le futur de cette ingénierie génomique avec l'outil moléculaire CRISPR-Cas9. Donc elle parlait effectivement de criblage pour des drogues, elle parlait du contrôle de vecteurs, notamment la stérilisation de moustiques, on va y revenir, voilà, la lutte contre les virus, l'agriculture, des tas de choses, et elles n'ont pas encore tout prévu, et puis la thérapie génique. Mais effectivement, si on met tout ça en des termes un peu plus accessibles à nous tous, les applications donc, de cette technologie nous font poser des questions. Devrions-nous ramener sur Terre le mammouth laineux, comme veut le faire un grand scientifique, hein, George Church voulait faire ça. Est-ce qu'on doit modifier un embryon humain? Est-ce qu'on doit corriger le patrimoine génétique de toute la descendance d'une personne? Est-ce qu'il faut inventer de nouveaux animaux de compagnie? Est-ce qu'il faut produire des organismes génétiquement modifiés qui défraient la chronique de manière très fréquente, mais le faire là sans ADN étranger, en le faisant d'une manière extrêmement précise? Faut-il éradiquer les espèces qui nous sont ou nous paraissent nuisibles? Tout ça sont de vraies questions. Ces questions sont d'ailleurs généralement abordées par des groupes de réflexion éthique. Là, il y a eu un avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sans-abri de la santé français en septembre 2019. C'est un avis qui a mis longtemps à être élaboré. Bon, dont je ne dirai pas plus. Et puis le dernier en date de mars dernier, c'est un avis du groupe de réflexion éthique sur les nouvelles technologies de la Commission européenne,
et qui semble, je ne l'ai pas lu en totalité parce que je l'ai eu il y a 2 jours, et même pas, hier. Euh, et en fait, il est un petit peu long, quoi. Mais où il parle de tous les aspects de cette édition du génome, de tous les aspects de notre capacité à modifier un ADN à un endroit très précis. Alors en clinique, évidemment, ben, j'ai évoqué la thérapie génique tout à l'heure sur la diapo de Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Eh bien, il y a des essais cliniques qui se font. Alors, ce sont des essais cliniques, ça nécessite d'être élaboré, étendu, etc. Mais il y a eu un essai clinique qui a apporté une grande amélioration, voire une guérison, d'une forme de cécité qu'on appelle l'amorose de Leber, peu importe le nom. Voilà, un patient a été traité, on lui a introduit dans l'œil voilà, les enzymes qu'il fallait, CRISPR et Cas9, pour corriger un gène défectueux chez lui et qui lui ont permis de recouvrer en partie la vue. Mais il y a aussi des traitements qui ont été lancés sur des maladies du sang d'ailleurs, parce que le sang est plus accessible, on peut plus facilement travailler avec des cellules sanguines qu'avec d'autres cellules. Les traitements de la bêta-thalassémie, donc maladie de l'hémoglobine, ou de la drépanocytose, hein, qu'on appelle aussi l'anémie falciforme, ben, il y a eu des essais cliniques avec éventuellement des succès, puisqu'il y a eu des guérisons. Mais évidemment, il y a aussi tout ce qu'on veut faire sur l'homme et la modification de ce qu'on appelle la lignée germinale, c'est-à-dire les cellules qui vont rentrer dans la constitution d'une descendance, d'une filiation biologique. Et là, évidemment, il y a eu quelques années maintenant, 3 ans, un gros pavé dans la mare lancé par un chercheur chinois, He Yankui, qui a annoncé qu'il avait fait des expériences chez l'homme et qui avait conduit à la naissance de 2 petites filles. En fait, 3, mais la troisième, on n'a plus jamais entendu parler. Les 2 petites filles qu'on avait surnommées Lulu et Nana et qui ont été modifiées génétiquement de la volonté d'un chercheur pour, disait-il, les rendre résistantes à l'infection par le VIH, le virus du sida. Bon, la motivation n'était pas très claire, pas forcément bien établie. Les techniques qu'il a utilisées n'étaient pas très au point. Il a fait en gros un travail que les collègues spécialistes de ces techniques ont qualifié de travail de sagouin. Et quand on fait ça et qu'on met en cause des enfants qu'on fait naître, eh bien, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Alors, ça a remué beaucoup les foules, etc., des comités de réflexion, le NIH, le truc, le machin, et la Chine elle-même a fait des commissions d'enquête et d'ailleurs a condamné ce chercheur et ses acolytes à 3 ans de prison. Voilà, donc il y a eu une réaction très vive, très sévère du monde scientifique et du monde politique pour mettre un frein à ce genre d'errance, d'expériences qui ne sont pas forcément parfaitement réfléchies. Mais les mêmes qui lui sont tombés sur le dos, par exemple George Church, hein, qui est celui qui veut aussi ramener les mammouths laineux, qui veut modifier les porcs, les cochons pour permettre de cultiver des organes humains et donc pouvoir pallier la pénurie de greffons voilà. Lui, il dit plutôt que de mettre en exergue les risques qui ne sont pas tout à fait nouveaux quand même, hein, il faudrait plutôt se focaliser sur les bénéfices. Et il dit bannir l'ingénierie de la lignée germinale humaine pourrait mettre un frein à la meilleure recherche médicale et pousser sa pratique vers la clandestinité. Donc, enfin bon, on veut être sérieux. Yankui, il a fait des bêtises, mais finalement, on voudrait bien faire comme lui. Et puis on va pas. Et puis il n'est pas tout seul. Je veux dire, George Church, c'est pas
fantaisiste, un biologiste moléculaire fou. Hein. Il y a aussi des psychologues fous. Hein. Steven Pinker, qui est professeur de psychologie, je ne sais plus si c'est MIT ou Harvard Medical School, bref, peu importe, et qui a dit la recherche biomédicale sera toujours plus proche de Sisyphe que d'un train fou. Et la dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'un lobby de soi-disant éthiciens qui aiderait à pousser le rocher vers le bas. Le but de la bioéthique est d'assurer le progrès aussi longtemps que possible. S'il est incapable de le faire, elle devrait rester en dehors du chemin. Stay out of the way. C'est extrêmement violent. Extrêmement violent. Et là, ça pose beaucoup de questions. Parce que de quel progrès parle-t-il? Il parle du progrès de la technique de bricolage de l'ADN ou il parle de progrès humain? Il parle de quoi? C'est là où on va effectivement arriver à la réflexion éthique, au questionnement, et qui ouvrira, j'espère, notre discussion. Et pour moi, un des pères de l'éthique moderne, c'est curieux de le dire comme ça, c'est un génie américain, Norbert Wiener. Je dis un génie parce que quand même, il avait obtenu une thèse de philosophie à 18 ans, puis une thèse de physique, de mathématiques et je ne sais trop quoi encore. Bref, un vrai penseur, et c'est le père de la cybernétique. Et il a fait dans les années 50, début des années 50, un livre qui s'appelle « L'usage humain des êtres humains » qui sous-titre « Cybernétique et société », dans lequel il dit « Nous sommes esclaves de nos progrès techniques ». Donc déjà, esclaves de nos progrès techniques. Il existe une qualité plus importante que le savoir-faire, le know-how. Le savoir-faire, vous savez, on vante toujours le savoir-faire, la technique, la bidouille, le know-how. La qualité plus importante, c'est le sens que nous donnons à nos actions. C'est la seule manière que j'ai vue de pouvoir traduire ce qu'il appelle le know what. En opposition au know how, le know what, le savoir quoi. Donc, le sens, la recherche du sens que nous donnons à nos actions, donc par lequel nous ne décidons pas seulement comment réaliser nos objectifs, mais ce que nos objectifs doivent être. Pour moi, ça, c'est le fondement, vraiment le fondement de l'éthique. Alors, quand on parle d'éthique, évidemment, on pense Paul Ricoeur, le philosophe, parce qu'il a beaucoup parlé d'éthique et dans morale, éthique et politique. Il disait, je propose de réserver le terme d'éthique à l'ordre du bien, celui de la morale à l'ordre de l'obligation. Donc, c'était la position de base et lui distinguait une éthique fondamentale qui était une réflexion sur les normes et sur les valeurs, d'une éthique appliquée qui est plus celle de tous les comités dont on nous parle régulièrement, qui est de déterminer ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire dans des circonstances et des conditions particulières. C'est une réflexion. Alors, éthique, vous avez dit éthique, comme c'est éthique. L'éthique est-elle une affaire de spécialistes, d'éthiciens? Comme c'est le cas dans le monde anglo-saxon, on parle beaucoup d'éthiciens, beaucoup de professeurs d'éthique, voilà, des laboratoires voilà, d'éthique, ce qui est très bien, hein, peut-être. Mais enfin, les éthiciens, moi, ça me gêne toujours un petit peu parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Parce que pour moi, justement, posant la question, vous vous doutez bien que ma réponse est plutôt la négative. L'éthique n'est pour moi pas une affaire de spécialiste. La compétence éthique est-elle une compétence de tous, en fait, en particulier dans une démocratie comme la nôtre? Ben, je dirais non. J'ai coutume de dire, quand j'évoque l'éthique auprès d'étudiants notamment, je les choque parfois un peu en leur disant que ben voilà, l'éthique n'appartient à personne, donc elle est la propriété de tout le monde. Et elle est la responsabilité de chacun d'entre nous. Donc chacun d'entre nous a la responsabilité de réfléchir sur ce que chacun d'entre nous fait, certes, mais sur ce que les autres font également. Réfléchir sur ce que font les scientifiques, les médecins. Et évidemment, le problème, c'est qu'il y a une certaine, pas une compétence, je dirais, il y a une certaine formation à la réflexion. On ne se pose pas de questions n'importe comment.
on ne réfléchit pas forcément de manière très simple sur des sujets qui sont complexes. Faut-il modifier le patrimoine génétique d'un enfant? Faut-il le faire s'il s'agit de supprimer une mutation, une altération de l'ADN qui va déterminer avec une fréquence qu'il convient de déterminer elle aussi la probabilité que cette personne développe une maladie au cours de sa vie. Faut-il le faire quand il faut protéger l'infection par le sida, ou faut-il le faire voilà, quand on risque d'avoir des choses plus ou moins bénignes, hein. J'ai un ami américain qui est généticien, un grand monsieur que j'aime beaucoup, et qui m'a dit un jour, mais tu sais Patrick, j'ai une maladie génétique qui porte mon nom. Moi je lui dis, ah bon, non, je ne savais pas. C'est quoi? Il me dit, oh, ben, c'est normal que tu ne le saches pas. C'est une maladie qui conduit à une déformation du petit doigt, d'une des mains, simplement la déformation d'un petit doigt. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une agrégation familiale, mais bon, il y a une famille comme ça dans le monde. Il m'a dit, je crois que j'ai pas trouvé une maladie génétique particulièrement importante, hein. Alors je lui ai dit, oui, oui, mais quand même, toi, tu en as trouvé une, c'était déjà plutôt bien. Donc, des maladies plus ou moins graves pour lesquelles on va avoir des outils plus ou moins performants et qui vont être plus ou moins dérangeants pour notre nature humaine. Toute cette réflexion est une réflexion donc difficile. Et l'anthropologue canadien Raymond Massé disait comment faire place à la participation du public sans se placer à la remorque d'une éthique empiriste tributaire d'une gestion de l'ordre du sondage d'opinion morale et marquée du sceau de ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité, d'une dictature des mal informés. Bien sûr, quand on le pose comme ça, on dit il faut faire attention, mais empêcher les personnes, nos concitoyens, nous-mêmes, d'avoir une réflexion d'ordre éthique, de partager, de discuter ces choses-là, est évidemment une nécessité. Voilà, donc j'ai ouvert un débat et je dirais en forme de conclusion, mais pas en conclusion, parce que c'est jamais conclu ce genre de débat ou de présentation, que l'éthique ne doit se départir de ses tentations moralisatrices. Il ne s'agit pas de morale, une fois de plus. Paul Ricoeur a bien distingué la morale et l'éthique, et même si en fait elles ont une origine commune, puisque la morale c'est une origine latine, l'éthique c'est une origine grecque, mais ça dénote de la même démarche. Donc ce qu'elle est censée être, pardon, c'est une force de réflexion prospective, une ouverture au questionnement. Voilà. Ne pas se poser de questions, ça c'est grave. Ne pas avoir de réponse à ces questions, eh bien, c'est malheureusement le lot assez commun. Et j'ai une sensibilité particulière pour les cailloux dans la chaussure, parce qu'un jour, un directeur des sciences de la vie du CNRS avait dit en public que j'étais son caillou dans la chaussure, bref, que je l'empêchais de faire n'importe quoi en rond. Et donc, je dirais que tant que l'éthique demeurera un caillou dans la chaussure de la société, elle remplira pleinement son rôle éminent de lanceur d'alerte. Et je crois que c'est important de sensibiliser les gens, de lancer des alertes dans le domaine de la réflexion et dans des domaines qui nous touchent vraiment personnellement, intimement. Et il suffit de voir tous les débats qu'il y a au sujet de la discussion, notamment la discussion parlementaire sur ce qu'on appelle les lois de bioéthique, qui est une idiosyncrasie française, une spécialité maison. J'aime pas beaucoup d'ailleurs, parce qu'une fois que l'éthique passe dans le domaine du droit, c'est plus de l'éthique, c'est effectivement du droit. Il y a des lois de bioéthique en France, il y a beaucoup de discussions, de réflexions. Malheureusement, ces discussions tournent toujours à être des discussions et des marchandages d'ordre politique, alors que l'éthique devrait échapper à ça et rester au niveau de la réflexion, et d'une réflexion qui peut être partagée et qui est surtout une réflexion qui n'a rien à voir avec
avec les clivages politiques, quels qu'ils soient. Donc, pour conclure, je dirais donc l'éthique est une réflexion, un appel au questionnement personnel qui doit être partagé le plus largement possible, que c'est la propriété de chacun, chacune d'entre nous, et que par conséquent, c'est l'ouverture au débat. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et je peux essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Merci beaucoup.